Le pacte réac, Michel Barnier et Emmanuel Macron se sont accordés sur le gouvernement le plus conservateur depuis l'ère sarkozyste. Pour la gauche, la démocratie est bafouée. Alors pouvait-on s'attendre à une telle droitisation? Mais surtout, à quoi peut-on s'attendre maintenant? Pour entamer ces discussions, j'ai une question très simple, mais qui peut être parfois compliquée à vous poser, Alexandra et Jonathan. Si vous deviez qualifier ce nouveau gouvernement avec un seul mot, quel serait-il, Alexandra? Alors au début, j'avais pensé à baroque et en fait, je pense que c'est pas assez fort. Je dirais plutôt fragile. Et si on devait l'expliquer en quelques mots, je trouve qu'au niveau du symbole, déjà, il s'est pas passé 24 heures. Déjà, alors un détail, mais qui est symbolique. Ce matin, ils sont tous arrivés en retard. Hein. Ils avaient rendez-vous pour un petit déj à 8 heures. À 8 heures, il y avait personne. Ils sont tous arrivés très en retard. Donc je trouve qu'au niveau du symbole, c'est assez dingue. Hier, il y a eu des déclarations. Le ministre de l'économie qui a dit qu'il fallait aider les sociétés, c'était ça sa feuille de route, et un peu plus tard le Premier ministre qui dit en direct que au contraire il va falloir faire payer, taxer les plus fortunés et peut-être les plus grosses entreprises. Donc déjà on sent que c'est pas évident. Quelles vont être les relations entre le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et le ministre de la Justice, Didier Migaud, qui vient plutôt de la gauche, quand on sait que déjà, structurellement, les relations entre l'Intérieur et la Justice sont toujours compliquées. Alors là, on imagine le grand écart et à quel point ça va être compliqué. Bref, on pourrait en lister plein, des trucs comme ça, qui font qu'on ne voit pas bien comment ce gouvernement va pouvoir tenir la route très longtemps. Jonathan, toi, quel est ton mot pour définir ce gouvernement? Rabougri et bancal, mais en gros plutôt sur le fait que l'assise politique de ce gouvernement est sûrement la plus faible de l'histoire de la Ve République, puisqu'on a aux commandes le groupe LR, qui est un groupe de même pas 50 députés à l'Assemblée, et qu'on a bien vu ces derniers jours et ces dernières semaines que c'est loin d'être l'union sacrée dans l'ancienne majorité présidentielle, que ce soit Gabriel Attal qui joue sa carte sur le centre-gauche, qui se redécouvre de centre-gauche maintenant qu'il est hors du gouvernement, que ce soit le MoDem qui continue de s'interroger sur est-ce qu'on a vraiment raison d'être monté dans ce train-là. Donc voilà, il y a une fragilité à l'Assemblée, et comme c'est à l'Assemblée que beaucoup va se jouer, je pense que c'est assez raccord de dire qu'ils sont idéologiquement baroques et politiquement bancals. Il y a déjà Pitcher42 dans le chat qui, lui, nous dit « Je vois plutôt un gouvernement qui va être bloqué par le parlementaire, donc par l'Assemblée nationale. » Est-ce qu'on peut s'attendre, en effet, à ce que ce gouvernement soit très rapidement censuré? Ouais, vas-y, si tu veux. Il me semble que ça a été annoncé, la gauche en tout cas, Ouais. la gauche a dit qu'elle voulait le faire. Le RN, j'ai l'impression que le RN c'est de toute façon qu'il est un peu maître du jeu, donc il n'a pas intérêt à faire tomber ce gouvernement tout de suite. Je pense qu'il va s'amuser à regarder les uns et les autres se dépatouiller comme ils le peuvent. La gauche a déclaré qu'elle allait déposer une motion de censure, mais c'est la gauche seule ne peut pas le faire tomber ce gouvernement. Ouais, je pense qu'à court terme, c'est la discussion budgétaire qui va occuper. Donc ça, c'est à peu près le seul texte que ce gouvernement est en situation de faire passer. Et il y a toutes les chances que ça se finisse par un... Comment ça se passe? C'est quoi ce texte? Parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ce moment... c'est tout ce qui cadre les budgets des différents ministères, donc aussi des arbitrages politiques, donc du coup des priorités qui se concrétisent, des coupes budgétaires aussi qui doivent être assumées politiquement. Donc c'est un peu un moment de clarification. Là, on était plutôt dans une période où le travail pouvait pas vraiment se faire, et en tout cas le débat parlementaire se faisait pas parce que la session n'est pas ouverte, elle s'ouvrira début octobre, mais qu'on n'avait même pas le côté cadrage budgétaire tel que le gouvernement le posait, parce qu'on était face à un gouvernement démissionnaire qui n'avait pas de légitimité pour le faire. Là, on essaye de sentir dans les demi-mots, les sous-entendus, les rapports de force qui sont en train de se mettre en place, ce qui peut sortir de cette feuille de route Barnier. Le discours de politique générale, pareil, est censé quand même brosser les grandes lignes de l'action envisagée. Donc ça, c'est d'ici encore une dizaine de jours. Mais je pense que la censure, évidemment que le nouveau Front populaire, à partir du moment où on s'attendait à un gouvernement de droite qui va mener une politique de droite avec quelques oripeaux de la Macronie qui crée une forme de continuité, il y a une motion de censure de principe. Les orientations, quel que soit le niveau de radicalisation à droite, c'est pas compatible avec les valeurs de la gauche. Et après, le RN, oui, ils sont dans la position confortable que leur a offert Emmanuel Macron d'arbitre des élégances. Là, je pense qu'ils ont intérêt à
Voilà, quand on voit la nomination de Bruno Retailleau à l'intérieur, c'est clairement un signal. Quand on voit les premiers mots de Bruno Retailleau et sa grille de lecture, ça va être l'artisan de la mansuétude du RN. C'est quoi ces premiers mots à Bruno Retailleau ? Rétablir l'ordre, rétablir l'ordre, rétablir l'ordre. Enfin, on sent que voilà, il y a, de toute façon, on découvre pas. Autant avec Michel Barnier, on pouvait s'interroger sur qui est Michel Barnier. Est-ce que c'est le fantasme de l'homme de centre droit des années 2000 ou est-ce que c'est le candidat de la primaire de 2021 très radicalisé pour parler aux adhérents de LR? Autant Bruno Retailleau, on peut lui faire beaucoup de reproches, sauf celui des va-et-vient idéologiques. Voilà, c'est la droite conservatrice, réactionnaire. C'est Éric Ciotti sur le fond. C'est Éric Zemmour parfois aussi dans la grille de lecture français de papier, remise en cause du droit du sol, submersion migratoire, lien entre immigration et insécurité. Enfin, voilà, on est dans de la droite qui tâche, quoi. Donc il n'y a pas de surprise. Après, tout le monde se dit non, mais c'est Michel Barnier qui fixe la feuille de route, donc ce sera forcément plus équilibré. Voilà, je pense que si Bruno Retailleau y est, c'est pas pour faire du Canada Dry. Donc ça risque. C'est aussi un gage donné au Rassemblement. Totalement. Ouais, totalement. Est-ce que ça fait partie des garanties? C'est la garantie. Que le RN ne censure pas ce gouvernement. C'est la garantie. Après, qu'est-ce qu'il pourra faire? Parce que il est sur le sujet qui clive le plus la Macronie, enfin ce qui reste de la Macronie. On se souvient que la dernière loi asile immigration, voilà, ça avait été un moment un peu psychodramatique pour des gens qui étaient pris entre le devoir de loyauté au chef de l'État et un petit fond de valeur qui remontait à la surface. Donc voilà, ça va pas être simple. De toute façon, il y a que le budget qui honnêtement va être un texte acquis. Pour tout le reste, ce sera chemin de croix ou croisade, selon comment on veut le poser. Ce qui va être très intéressant, c'est le discours de politique générale mardi prochain, donc le 1er octobre de Michel Barnier, parce que pour l'instant, on ne sait rien. On ne sait rien sur ce qu'il veut faire, comment. On voit bien que ce gouvernement a été constitué non pas pour mener à bien un projet précis pour le pays, mais en agrégeant des gens, des individus en fonction des équilibres internes à la droite, si l'on peut dire, puisque la Macronie, là, c'est tous les éléments les plus à droite de la Macronie, plus la droite LR. Donc, voilà. Mais on ne sait pas ce que tous ces gens ensemble vont faire, quel est le projet. Même hier soir, Michel Barnier, sur France 2, a quand même resté assez évasif sur ce qu'il comptait faire. Et c'est ce discours de politique générale qui doit fixer un cap de ce à quoi pourrait ressembler la politique de ce gouvernement? Qui est censé fixer un cap, absolument. C'est là où, normalement, il dévoile quelles sont ses priorités, les projets qu'il va mener à bien et qui va faire quoi, comment et pourquoi. Et ce sera forcément un peu ramassé parce que d'habitude, un discours de politique générale, on s'inscrit sur un temps un tout petit peu long. Là, voilà, chacun est conscient de la fragilité du moment et de la fragilité de ce gouvernement, donc ça devrait se restreindre sur 2-3 priorités claires. Donc c'est là où c'est compliqué parce qu'ils sont quand même dans un contexte de finances publiques qui est chez LR et chez les macronistes est censé être l'alpha et l'oméga des décisions. Et après, il y a plusieurs options, quoi. Est-ce qu'on utilise l'arme fiscale? Est-ce qu'on se concentre sur essentiellement la réduction des dépenses? Mais ça veut dire, alors que un des enseignements du scrutin, que ce soit côté Nouveau Front Populaire ou côté Rassemblement National, c'est quand même une envie de service public, après qui se greffe avec plein d'autres choses évidemment, mais il y avait quand même cette idée que la puissance publique soit rétablie, que ce soit dans l'hôpital avec la capacité à pas faire 40 km pour voir un gynéco, que ce soit à l'école où on sait que le manque d'adultes a aussi beaucoup d'effets. Donc plein de domaines, la question du logement qui est aussi potentiellement une question coûteuse. Donc voilà, on pourra pas faire de en même temps, quoi. C'est-à-dire que et la question fiscale, elle va être majeure parce que c'est vers le Gabriel Attal dans les jalons qu'il a posés en disant je suis prêt à soutenir si on touche pas aux impôts des classes moyennes. En même temps, Michel Barnier, à la différence d'Emmanuel Macron, qui est lui vraiment très dogmatique sur la question fiscale, qui a jamais voulu y toucher, on a senti quand même des demi-mots, des intentions en tout cas de se dire je n'exclus pas une taxe exceptionnelle ou une contribution exceptionnelle des plus hauts patrimoines et des plus grandes entreprises. Donc voilà, il va falloir trouver l'équilibre, sachant que la trajectoire budgétaire telle qu'elle était identifiée ou en tout cas telle qu'elle était mise sur la table par Macron et Le Maire ces dernières années, non seulement elle n'a jamais été crédible, mais elle n'a fait que s'aggraver. Donc Bruno Le Maire qui était arc-bouté contre justement la taxation des qui ne savait pas ce que c'était que les super profits au départ. Il a fini par comprendre, mais ça n'a pas conduit à des décisions politiques un peu majeures. Il y avait René Buste au début du stream qui nous disait dans le chat comment faire connaître mon sentiment d'arnaque après un tel gouvernement. Je n'ai pas voté pour ça et beaucoup doivent être comme moi. On parlait de certaines garanties pour le Rassemblement national avec des personnalités comme Bruno Retailleau.
on a l'impression que des garanties pour des électeurs du Mouvement populaire, il n'y en a aucune. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à une telle droitisation dans ce gouvernement? Oh bah oui, oui, bien sûr. On pouvait forcément s'y attendre et c'est normal que la gauche ne s'y retrouve pas puisque c'est clairement un gouvernement de droite et quasiment assumé comme tel. Donc la gauche là, elle a du boulot déjà de son côté à faire parce qu'il y a un boulot interne. Elle est à la fois interne, parce qu'on voit bien que ça tiraille, ça tire dans tous les sens, et donc il faut qu'elle se mette en ordre de bataille pour justement être prête si jamais si jamais il y a une occasion de retrouver le pouvoir. Mais je pense que la gauche, elle va devoir, ceux qui se sentent de gauche, il va falloir qu'ils se manifestent à la fois dans la rue. Il y a déjà des manifestations qui sont prévues à l'Assemblée nationale, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que l'Assemblée nationale reprend, enfin le Parlement, mais notamment l'Assemblée nationale reprend du pouvoir, c'est-à-dire que c'est à l'Assemblée nationale que vont se passer le gros des débats politiques, et ça c'est plutôt une bonne chose. Et donc là, il faut que les élus de gauche soient prêts à ferrailler, à faire entendre leur position, mais aussi à s'unir et à définir une ligne commune, directrice, ou pas. Mais en tout cas, à clarifier la situation interne de la gauche. Parce qu'on a bien vu que si on en est là aussi, c'est parce qu'il y a eu des tiraillements à gauche, tout le monde n'était pas sur la même ligne. Et là, il faut absolument qu'il y ait une politique qui soit définie par la gauche elle-même. Mais si ce gouvernement est autant de droite, est-ce que c'est parce que Michel Barnier n'a même pas tenté de faire venir des ministres plutôt de gauche, ou est-ce que c'est parce que des potentiels ministres de gauche ont refusé en tout cas des postes? Je pense que c'est les deux, mais je pense que ça s'est joué à l'étape d'avant en fait. C'est qu'Emmanuel Macron, il était confronté à deux choix, parce qu'en gros le bloc Nouveau Front Populaire, ou le bloc un peu artificiel qui est créé aujourd'hui entre LR et les macronistes, à peu de choses près, ça représente le même poids à l'Assemblée nationale. Donc lui, c'est simplement que sa grille de lecture, c'était je veux nommer quelqu'un qui ne touche pas à mon bilan. Donc c'est-à-dire on touche pas à la réforme des retraites, on touche pas à la réforme de l'assurance chômage, on n'augmente pas le SMIC, on touche pas aux impôts. Enfin voilà, donc tout ça, dans sa tête à lui, ça a disqualifié par nature la proposition du Nouveau Front Populaire, qui n'était pas une proposition non plus d'extrême gauche. Je rappelle que la hausse du SMIC à 1 600 €, c'était dans le programme d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Donc a priori, on est dans la gauche que les macronistes qualifient de républicaine, raisonnable, gauche de gouvernement. Que sur la question fiscale, on avait quand même 90% des contribuables qui n'étaient pas touchés par des hausses d'impôts, mais simplement au-dessus d'un certain seuil qui pouvait être discuté d'ailleurs. Mais en tout cas, il y avait une contribution affichée et assumée des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines. Donc voilà, à partir du moment où Emmanuel Macron a écarté cette possibilité, qu'elle soit portée d'ailleurs par une Lucie Castet soutenue par le Nouveau Front Populaire, ou qu'elle soit portée par un Bernard Cazeneuve, parce que ça n'avait aucun sens que Bernard Cazeneuve soit nommé si c'était pas pour reprendre quand même une partie ou le cœur du programme du Nouveau Front Populaire. Ça ne voulait pas dire tout le programme, rien que le programme, mais visiblement il n'a pas eu les assurances non plus. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y en a aussi certains qui semblaient reprocher au Front Populaire de manquer d'ouverture, de ne pas avoir joué le jeu. Je pense de toute façon, c'est des gens qui... Oui, mais c'est parce que après, on est un peu dans un jeu de dupes, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'est focalisé sur Jean-Luc Mélenchon, 20h03 le soir de l'élection, en disant rien que le programme, juste le programme, quasiment un discours de vainqueur avec une majorité absolue. Assez vite, quand même, une fois qu'ils ont passé 15 jours pour trouver le bon candidat, on aboutit sur Lucie Castet qui passe l'été à faire le tour de l'ensemble des partenaires de gauche et qui, quand même, dans le discours dit il y a des compromis à trouver sur chacun des textes. Ça ne veut pas dire on abandonne le programme, on se fait harakiri parce qu'on est sous pression, mais on est prêt à trouver des compromis. Ça, personne n'a voulu l'entendre parce que côté centre-gauche, Gabriel Attal, enfin tous ces gens qui se revendiquent, qui sont issus de la gauche, ils étaient quand même embarqués dans autre chose depuis des années et ils ont quand même aussi contribué au fait que on pouvait pas, enfin c'était difficile de rendre crédible un élargissement de la majorité du Nouveau Front Populaire. Et une fois que tout ça a été écarté, effectivement, il restait pas beaucoup de solutions. Nommer un macroniste, c'était quand même compliqué après avoir fait 20% au premier tour et alors qu'un des gros enseignements c'était l'envie d'alternance et d'autres choses. Et après, c'est dans une logique très parlementaire de dire on va prendre un groupe pivot, c'est-à-dire un groupe qui ne rassemble pas de majorité derrière lui, mais qui est suffisamment bien placé pour ne pas avoir le rejet du Rassemblement national. Donc c'est là où Macron a décidé et doit assumer d'avoir fait du RN l'arbitre de cette séquence-là, c'est que la principale force
force de Barnier, même par rapport à un Xavier Bertrand, même par rapport à d'autres candidats potentiels de la droite, c'était que le RN était prêt à lui donner sa chance, comme il disait. Donc voilà, on est dans cette difficulté, et ça va être sa première difficulté, c'est d'avoir une assise qui est hyper friable, au-delà des LR, parce qu'on voit Gabriel Attal, c'est pas un chèque en blanc qu'il a signé, et il a tout intérêt à se faire le fer de lance des macronistes mal à l'aise, quoi. N'empêche que quand on regarde bien le programme que proposait le NFP, donc la gauche, mine de rien, ça correspond à peu près à ce dont beaucoup de gens ont envie, c'est-à-dire revitalisation des services publics. Et on voit bien que ça, c'est une demande, c'est une des principales demandes des Français. Et taxation des plus fortunés. Qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on a entendu hier soir sur France 2, le Premier ministre Michel Barnier qui parle de taxation des plus fortunés. Enfin bref, le programme. Alors certes, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon a fait beaucoup de mal au NFP. En effet, Jonathan l'a rappelé en se présentant à 20h02 en disant rien que le programme. Du coup, ça a braqué tout le monde. Mais mine de rien, la gauche avait réussi à trouver quelqu'un qui convenait à tous les différents partis et avec un programme qui, on s'en rend compte aujourd'hui, tenait vraiment la route. Parce que service public, augmentation du SMIC, tout le monde voit bien que là, il y a la politique de l'offre, ça marche plus. Il faut une politique de la demande qui soit beaucoup plus forte. Et donc, augmentation du SMIC, ça paraît important. Taxation des plus fortunés. Donc, mine de rien, il y avait un programme. Il y a des dissensions internes. Donc ça, il faut impérativement que la gauche arrive à s'unir vraiment ou à décider qui prend le lead ou pas. Mais il y a un programme qui est intéressant. Voilà, donc je pense qu'il ne faut pas désespérer quand on est à gauche. Certes, le moment est difficile. Mais à la limite, il vaut mieux que ce soit un gouvernement qui au moins c'est clair. C'est clair. Quand vous avez Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, vous ne pouvez pas espérer qu'une femme ou un homme de gauche ait envie d'entrer dans ce gouvernement. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire une politique en même temps avec un ministre comme Bruno Retailleau et comme d'autres. Il n'est pas le seul à avoir cette connotation très conservatrice, voire réac. Donc, c'est normal que la gauche n'y figure pas. Mais la gauche a plein d'atouts dans sa poche. Elle a des gens qui tiennent la route. Elle a un programme qui tient la route. Voilà. Maintenant, il y a du taf interne à mener. Et ça va être fait, je pense. Et les électeurs de gauche, je pense qu'il faut qu'ils continuent à montrer qu'ils sont là. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Ils continuent à y croire. Et pour être prêts le moment venu. Sur la question d'une potentielle censure du gouvernement, il y a une question d'oncle Archibald qui demande pourquoi une censure du RN pèse plus qu'une censure du NFP pour Macron, alors qu'ils sont moins nombreux. Non, mais en fait, il n'y a pas de censure possible uniquement du NFP ou uniquement du RN. La question, c'est à quel moment il y a une coagulation des oppositions qui, pour des raisons différentes, évidemment qu'il n'y aura pas de corpus commun entre le Nouveau Front Populaire et le RN pour partager, à part 49.3 où tout le monde peut dire déni de démocratie et ça peut permettre de rassembler. Mais fondamentalement, c'est simplement pour qu'il y ait la majorité suffisante, il faut que ces deux groupes votent la censure au même moment. Ce qui est acquis et ce qui est dans la tradition de la gauche, qui a été réaffirmé par tous les leaders, c'est qu'il n'y aura pas la gauche qui viendra voter une motion de censure déposée par le RN. En revanche, la question, c'est comme la gauche a déjà annoncé que eux demanderaient la censure et en plusieurs occasions, après le budget potentiellement, mais sûrement après aussi, c'est à quel moment le RN décide d'apporter ses voix derrière cette démarche initiée par la gauche, et là, effectivement, le gouvernement tomberait. Encore une fois, la censure, elle ne crée pas des nouvelles élections, elle fait tomber un gouvernement. Et c'est là où je pense que c'est important que les électeurs de gauche aussi aient en tête que les plats peuvent repasser. C'est qu'en gros, Emmanuel Macron, comme je le disais tout à l'heure, il avait deux options. Il a choisi l'option qui était la plus proche de la continuité du macronisme. C'est ça aussi qui interpelle et qui choque beaucoup d'électeurs, que ce soit à gauche ou que ce soit à l'extrême droite, qui ont le sentiment que leur vote n'a pas été pris en compte. Mais une fois si on se dit que ce gouvernement est fragile, si on se dit que la majorité est friable, que l'avenir est bancal, on peut tout à fait se retrouver dans un échec du gouvernement Barnier. Il a failli jeter l'éponge avant même de constituer tellement c'était compliqué, mais voilà, on peut tout à fait aussi faire le constat d'une impasse. Et dans ces cas-là, ce sera la responsabilité du chef de l'État de dire face
face à cette impasse, quelle est ma décision? Si ça arrive avant le mois de juin ou le mois de juillet, où là, pour le coup, il pourra redissoudre. Mais si ça arrive au mois de décembre, au mois de janvier, par exemple, il peut aussi retenter sa chance de l'autre côté de l'échiquier. Ça peut tout à fait arriver dans une démocratie parlementaire. Et c'est en ça que la gauche doit continuer à... Donc, nommer un nouveau Premier ministre? Tenter une nouvelle forme de majorité. C'est un peu ça. Comme il n'y a pas de majorité évidente, on est sur des attelages ou sur des compositions qui sont, qui doivent se faire dans le mouvement. Donc là, il y a eu un choix qui a été fait, LR macroniste. Si ça marche pas, il n'y a pas 36 000 solutions. Il va pas nommer Jordan Bardella qui trouverait des alliés chez Bruno Retailleau. Ça n'existera pas. En revanche, il peut tout à fait se retourner vers les forces de gauche en disant, bon, j'ai entendu que Bernard Cazeneuve, c'était peut-être pas la bonne personne. À vous de me proposer un nom qui permette de rassembler. Entre-temps, il y a des chances que une partie de la majorité présidentielle sortante soit heurtée par aussi ce qui va être mis sur la table par le gouvernement Barnier, que du coup, les troupes de Gabriel Attal se disant, est-ce qu'il vaut mieux être dans la roue d'un pouvoir qui fait des clins d'œil au RN, ou est-ce qu'il vaut mieux trouver des compromis exigeants et de gauche avec le nouveau Front Populaire ou une partie du nouveau Front Populaire. Voilà, donc il y a plusieurs options. C'est pour ça que je pense que le côté très instable, il rend aussi l'avenir potentiellement plus positif que ce qu'on peut croire, alors que là, on a l'impression qu'on est parti pour plusieurs années de Michel Barnier. Mais est-ce que c'est possible aussi que l'avenir soit encore... ça sombrisse encore plus s'il y avait un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, et que ça aille plutôt vers le Rassemblement national, par exemple? C'est envisageable, ça, ou... Non, mais en tout cas, après, on ne pensait pas que... Donc voilà, a priori, dans ces cas-là, ils pousseront jusqu'au bout du bout le gouvernement Barnier, quitte à avoir une autre... l'horizon, après, ce sera une dissolution à l'été prochain. Il doit attendre un an, c'est ça, avant il doit attendre l'été prochain pour pouvoir dissoudre. Donc d'ici là, il faut tenter des coalitions. Et encore une fois, il y a pas de moi je trouve que c'est en ça qu'il a fait une grosse erreur de pas proposer à Lucie Castet, juste parce qu'il était arc-bouté sur la défense de son programme quand même qui a été balayé par les urnes. Et à la limite, Lucie Castet se serait plantée. C'était pas dramatique, en soi. Elle n'aurait pas trouvé de majorité. Ce gouvernement tombait. On décidait de recomposer différemment. Peut-être que les socialistes, certains écolos, les communistes se seraient posé la question différemment et auraient été dans une démarche de compromis avec des macronistes se redécouvrant un peu de gauche pour partie. Voilà. Là, il y a eu un côté très vertical. En gros, on a plutôt défendu les intérêts de l'Élysée, alors que la logique parlementaire, elle aurait pu être plus créative. D'ailleurs, ce serait une énorme claque pour Emmanuel Macron si le gouvernement Barnier était censuré là rapidement, parce que justement, son argument pour pas nommer Lucie Castet, c'est qu'elle n'arriverait pas à recueillir de majorité, et du coup, son gouvernement tomberait très vite. Or, si le gouvernement Barnier tombe rapidement, là, c'est vraiment une grosse humiliation pour Emmanuel Macron. Il y a Salut Gabi qui demande aussi dans le chat pourquoi est-ce que la gauche n'a pas trouvé de compromis avec le centre droit? Avec le centre droit, déjà la question c'est quand même très peu posée. C'est-à-dire que quand on voit tout le discours qui a accompagné le fait que le nouveau Front Populaire était en tête, on était dans une séquence où chez les macronistes, et c'est là où Jean-Luc Mélenchon, dans la façon de faire de la politique, a sûrement une responsabilité parce qu'il est un chiffon rouge confortable, mais fondamentalement, il n'y avait pas d'ouverture d'esprit des perdants. On avait quand même plutôt des perdants qui cherchaient à trouver toutes les options pour rester au pouvoir. Et c'est vrai que ce qui ressort le plus, c'est quand même la continuité du macronisme. Quand on voit le nombre de ministres de plein exercice qui sont des gens issus de l'ancienne majorité présidentielle, même si certains visages ont changé, on n'a quand même pas le sentiment que le côté stop, qui a été quand même le message principal des urnes, d'abord stop au macronisme et après non au RN, on a l'impression que ces deux messages-là sont totalement blackboulés par Macron, quoi. Non, mais je vois bien la question en fait qui revient, puisque elle revient pour une nouvelle fois, cette question, c'est pourquoi la gauche, est-ce que Michel Barnier a proposé à des gens de gauche d'entrer dans le gouvernement et pourquoi ils n'y sont pas allés? C'est que il ne pouvait pas y aller. C'est que quand vous avez un Michel Barnier... Pourquoi Michel Barnier a été nommé? Parce que, justement, Emmanuel Macron ne voulait surtout pas qu'on touche à son bilan, et notamment à sa réforme des retraites. Donc, il voulait nommer un ou une première ministre, il se trouve que c'est un premier ministre, dont il était sûr qu'il ne toucherait pas à ça. Et donc, si vous voulez quand vous êtes de gauche... Didier Migaud, c'est un peu particulier. Ça faisait quand même quelques années qu'il avait quitté. On peut vraiment dire que c'est un ministre de gauche ou pas? Oui, il est quand même. Je pense qu'il a une sensibilité de gauche, disons, mais il est plus vraiment dans les rouages de la gauche. Il n'emmène pas un député de gauche à voter les textes de Barnier, quoi. C'est vraiment un individu qui a une sensibilité de gauche, en effet. Mais
comment voulez-vous qu'un élu de gauche qui ferraille depuis 6 mois pour essayer de mettre en avant le programme du NFP, de trouver un ou une première ministre qui tienne la route, qui justement, ce programme du NFP qui est de revoir la réforme des retraites à 64 ans, dont Emmanuel Macron ne veut pas toucher un cheveu, comment voulez-vous que quelqu'un qui soit vraiment de gauche accepte d'aller bosser dans un gouvernement pareil? Donc, c'est normal que les élus de gauche n'aient pas eu envie de rejoindre ce gouvernement, parce que vous ne pouvez pas, quand vous êtes de gauche, vraiment bosser à côté d'un ministre qui s'appelle Bruno Retailleau. C'est pas possible. Et quand vous savez que vous n'avez pas le droit de toucher à la réforme des retraites, aux impôts, etc. C'est pas possible. Alors l'inverse, ce qui aurait été plus logique, c'est que si un gouvernement de gauche, ou en tout cas si Emmanuel Macron avait confié par exemple à Lucie Castet, c'est que la volonté de trouver des compromis et d'élargir la majorité s'incarne par un certain nombre de personnalités issues du camp présidentiel, mais comprenant aussi le message des Français. Et puis voilà, ça ne veut pas dire qu'on est... mais encore une fois, le fait que chacun ait quand même beaucoup en tête 2027, la prochaine élection présidentielle, ou la perspective d'une dissolution à l'été prochain, en fait, toute forme de compromis a été assez vite identifiée comme une compromission. Donc il y avait l'idée de rester le plus clair possible, de surtout pas abîmer son capital politique par ce qui apparaît aussi comme des manœuvres, parce que les hommes politiques ou la classe politique n'a pas cette culture du compromis, parce que c'est très nouveau et qu'on a plutôt surfé de majorité absolue en majorité absolue. Donc il y a un apprentissage, mais pareil, dans l'opinion publique ou dans la façon dont les électeurs peuvent regarder les accords d'appareil ou les petits pas qui sont mieux que les grands soirs. Enfin, voilà, tout ça, il y a aussi un apprentissage collectif à faire, et je pense que la gauche serait largement abîmée à essayer d'être la roue de secours d'un pouvoir qui était discrédité. Donc elle aurait été légitime à prendre le lead d'une coalition élargie. En revanche, voilà, être un supplétif du macronisme ou de la droite, ça n'avait pas beaucoup de sens. Je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, il y avait 5 ou 6 ministres d'ouverture à l'époque, des Fadela Amara, des Éric Besson, ce genre de personnalités, Martin Hirsch. Est-ce que ça a influé d'une quelconque manière sur le sarkozysme? Non. Et eux, voilà, donc après, avalé pas mal de couleurs. Donc Didier Migaud, à part peut-être incarner une forme de rectitude dans la conduite des affaires de l'État, on sait très bien que ce gouvernement, il sera plus le réceptacle du populisme pénal que de la mesure à la sauce Didier Migaud, quoi. Il y a une question de Elwina dans le chat qui demande s'il y aura un vote de confiance du gouvernement, et si oui, quelles seront les conséquences du rejet du gouvernement lors du vote. Redis là. Sur le vote de confiance. Est-ce qu'il y aura un vote de confiance? Ça, c'est pas sûr, non, c'est pas acquis du tout. D'accord. Non, parce qu'en plus, la force de ce gouvernement, c'est pas tant de pouvoir réunir un vote de confiance en positif. La force, ou en tout cas la moindre faiblesse de ce gouvernement, c'est de ne pas coaliser naturellement suffisamment de députés pour tomber du tac au tac. Toi, c'est plus sa force, c'est que le RN soit prêt à ne pas voter la censure. Parce que ça se passe comment, ce vote de confiance? Un vote de confiance, il faut une majorité de soutien. D'accord. Et toute la difficulté, c'est que c'est là où il est bancal. C'est qu'il n'a pas de majorité qui le soutient, majorité absolue qui le soutient. En revanche, il n'y a pas une majorité absolue qui le rejette. D'accord. Ouais. Il y a une autre question de Salut Gabi. Chirac a fait l'énorme bêtise de ne pas refléter le résultat des élections après le deuxième tour contre Le Pen. Pourquoi Macron fait cette même bêtise? C'est comparable comme situation ou... Il est en majorité après, en 2002. Ouais. Oui, Emmanuel Macron n'a pas plus fait ça après son élection en mode barrage face à Marine Le Pen en 2017. Il n'a pas plus fait en 2022. À chaque fois, au soir de l'élection, il y a eu les mots sur « je sais, ce vote m'engage »,« je sais que des gens qui ne partageaient pas mes idées ont voté pour moi »,« m'oblige », même plus que « m'engage ». Et ouais, on a été dans cette espèce de déni pour après expliquer que c'était mon programme, rien que mon programme. Donc ce qu'on a reproché à Jean-Luc Mélenchon au soir du nouveau Front Populaire, au soir quand le nouveau Front Populaire est arrivé en tête, on l'a quand même beaucoup entendu du côté macroniste ces dernières années. Donc il fait pas parce qu'il est obtus, parce qu'il est tellement convaincu d'avoir raison contre tout le monde et d'être le seul à avoir raison que l'idée d'amender ou d'entendre l'altérité, ça fait pas partie de sa psyché. On se projette même déjà sur 2027 dans le chat avec une question autour du NFP. Est-ce qu'il est envisageable qu'il y ait un candidat, un seul représentant unique pour le NFP aux élections présidentielles 2027? Ça paraît quand même très très compliqué, non? Ça paraît obligatoire et difficile à envisager. Ouais. Mais bon, cela dit, l'expérience nous a montré, l'actualité nous a montré que tout était possible. Donc voilà, c'est pas gagné, mais on ne sait jamais. Et après, c'est ce qui est ambivalent, et moi j'ai pas mal bougé sur cette question-là, c'est qu'on sait que l'aspiration des électeurs de gauche, c'est l'unité.
Souvent, d'ailleurs, c'est ce qui a poussé à la création de la NUP, c'est ce qui a poussé à la création du Nouveau Front Populaire, c'est qu'il y a cette envie quand même d'arrêter de se tirer dans les pattes à longueur de temps et d'avancer ensemble. Et en même temps, historiquement, on se rend compte que, il y a Thomas Legrand qui a fait un édito là-dessus, je ne sais pas s'il a été publié, mais en tout cas, il nous en a déjà parlé, sur le fait que la gauche, elle est, en fait, là où c'est difficile, c'est que la gauche, elle est plus forte quand elle est diverse, parce que ça permet à chacun d'attraper ou de convaincre, en tout cas, son électorat, et que mis bout à bout, ça fait plus de monde, mais que souvent, le problème aujourd'hui, c'est que comme on est dans une forme de tripartisation, le niveau pour se qualifier au deuxième tour est assez important. Donc la difficulté pour la gauche, c'est que si elle veut rassembler le maximum d'électeurs au premier tour, elle a plutôt intérêt à être diverse, mais qu'en même temps, si elle est diverse, personne ne fait assez de voix pour être qualifié au second tour, et ça se résume à l'extrême droite qui est 30-35%, et qui la droite, qui le macronisme, en fonction de Édouard Philippe ou Gabriel Attal en l'état actuel des choses. Donc c'est ça qui est compliqué. Et après, la difficulté de la gauche, c'est elle peut arriver à se qualifier au deuxième tour si elle est unie, au premier tour, mais qu'après, ses réserves de voix, en fait, sont très, très limitées et elle se fait bananer au deuxième, quoi. Donc, on est dans cette vraie difficulté. Après, est-ce que c'est imaginable que toute la gauche se rassemble dès le premier tour derrière Jean-Luc Mélenchon? On a du mal à y croire. Est-ce que c'est possible que l'ensemble de la gauche se rassemble derrière un Raphaël Glucksmann ou une figure plus de la social-démocratie? On a aussi du mal à y croire. Est-ce que François Ruffin, qui est issu de LFI, se revendique social-démocrate en une de l'Obs, peut être une forme de synthèse? On sent que c'est compliqué parce qu'il va falloir donc c'est compliqué et beaucoup se joue dans est-ce que Jean-Luc Mélenchon, dont les principaux lieutenants disent qu'il est le mieux placé pour représenter la gauche en 2027, est capable d'entendre que c'est pas si sûr. Voilà, on est dans des psychés complexes, que ce soit chez Macron, chez Mélenchon et chez quelques autres. En tout cas, justement, vivement que cette présidentielle soit passée, parce qu'en fait, cette présidentielle, elle paralyse toute la vie politique, parce qu'on voit bien que on voit bien dans la constitution de ce gouvernement, tous les cadors entre guillemets, c'est pas qualitatif mais plus quantitatif, tous ceux qui pourraient peser, ils se sont mis en retrait parce que ils préparent la présidentielle, et c'est pour ça que Laurent Wauquiez a refusé d'entrer au gouvernement, c'est pour ça que Gabriel Attal veut se replier sur l'Assemblée nationale et envoyer c'est pour ça qu'il commence à envoyer le son, parce qu'il veut montrer qu'il a une stature de présidentiable. Et donc, tous ces gens-là qui sont à l'extérieur, ils ne vont pas arrêter de canarder, de faire entendre leur voix pour justement asseoir une espèce de stature, de pseudo-stature présidentielle. Donc, en fait, voilà, ça va être long, le chemin jusqu'à la présidentielle. Et je pense que la vie politique sera plus facile une fois... Enfin, je dis ça, mais évidemment, tout dépend qui est élu, qui entre à l'Élysée. Mais voilà, au moins, ça sera quand même plus dégagé, parce que là, la vie politique est empoisonnée par les ambitions présidentielles. Tu parles d'un chemin long vers la présidentielle, mais est-ce qu'il est envisageable, parce qu'on a parlé de destitution d'Emmanuel Macron du côté du camp insoumis, est-ce que c'est envisageable une destitution d'Emmanuel Macron et donc de nouvelles élections présidentielles? Non, mais ils le savent, ils le savent eux-mêmes. Une destitution, il faut qu'il y ait vote des 3/5 à l'Assemblée, vote des 3/5 au Sénat et le Congrès qui se réunissent pour... Donc voilà, tout le monde sait que ça n'arrivera pas. En revanche, c'est plutôt pour installer l'idée que il faut en finir avec le macronisme et qu'on est déjà dans cette espèce de crépuscule qui effectivement va durer 3 ans. Donc et là on est plus dans l'agite propre. C'est pas pour ça que c'est sale, mais on n'est pas dans une réalité parlementaire il y aura un débat et ça permettra d'installer ce sujet-là. Mais les socialistes ont déjà dit qu'ils votaient non. Voilà. Enfin, globalement, ça a peu de chances d'aboutir. Ça vient plutôt souligner, surligner, stabiloter la disqualification, en tout cas aux yeux de beaucoup de Français, du pouvoir qu'incarne Emmanuel Macron. Après, non, que la destitution forcée d'Emmanuel Macron, non. La démission lucide, parce que effectivement, après avoir tenté le gouvernement Barnier, puis tenté une autre option, puis on a du mal quand même à l'imaginer vu le bonhomme. Je crois pas une c'est plutôt quelqu'un qui s'accroche et qui il a un tel égo qui démissionnera jamais. Donc on n'imagine pas. Donc c'est le 2027, ça semble quand même être la bonne fenêtre ou le bon horizon présidentiel, sachant qu'une destitution d'Emmanuel Macron ne réglerait rien à la réalité parlementaire. C'est ça viendrait solder sûrement le niveau de haine ou de rejet ou de disqualification pour une très grande majorité de Français, mais on se retrouverait avec la même majorité ingouvernable. Donc l'enjeu, c'est plus d'apporter de la clarté en espérant que ça tombe du bon côté lors d'une prochaine dissolution. Et c'est tout l'enjeu pour la gauche, c'est de montrer que quand tu gagnes à moitié, tu gagnes pas. Donc il faut peut-être trouver le moyen de rassembler plus largement, plus fortement, plus... Pas mal, Ouais, c'est beau. Non, mais voilà, je pense que le seul enseignement, c'est qu'il faut vraiment gagner les élections. En fait, sinon, on est à la merci de beaucoup de manœuvres.
Tu gagnes à moitié, tu gagnes pas. C'est beau. Non, et après, voilà, sachant que dans le schéma actuel, vu comment est abîmé le Front républicain, la peur d'une prochaine dissolution, c'est que le RN ayant fait le ménage chez ces brebis galeuses, qui était quand même d'abord le RN à visage découvert, avec au moins une centaine de candidats ouvertement racistes et très décomplexés sur beaucoup de sujets, sur l'antisémitisme et compagnie, le risque, c'est que le RN soit plus fort la prochaine fois qu'il l'a été cette fois-ci. Et que je vous rappelle qu'au moment de la dissolution, les plus grands éditorialistes de ce pays, qui sont tous sauf des bons prévisionnistes, type Alain Duhamel ou Jean-Michel Apathy, péroraient de plateau en plateau pour dire ouais, c'est 300 députés RN, c'est sûr, même pas besoin de voter. Bon, à l'arrivée, on se rend compte que la politique, heureusement, c'est autre chose que juste l'arithmétique et qu'il y a des dynamiques. Mais voilà, ce Front républicain, quel électeur de gauche aura envie de voter pour un macroniste qui a fait la courte échelle à Bruno Retailleau? C'est compliqué. Pour en revenir sur ce gouvernement, moi, une question que je me pose, c'est parce que vous l'avez décrit comme très fragile, ce gouvernement, est-ce qu'il peut vraiment se passer des choses politiquement, ou est-ce qu'on peut s'attendre à juste, limite, une gestion impercourante de... Qu'est-ce que tu appelles se passer des choses? Est-ce qu'il peut y avoir des grands projets de loi, des grandes lois qui peuvent être votées en termes de plein de sujets différents, d'immigration, sur économique, ou est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ça bouge pas vraiment parce qu'on a un gouvernement qui est assez fragile? Ouais, je crains qu'éventuellement ils durcissent certains projets, notamment sur la loi immigration, puisqu'on parle beaucoup de la suppression de l'aide médicale d'État. Et voilà, donc je pense qu'ils vont plus durcir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec des projets de loi? Ça va être intéressant, par exemple, comme celui sur la fin de vie, qui est une grande demande des Français, parce que c'est malheureusement extrêmement concernant, ça concerne tous les foyers. Est-ce qu'ils vont reprendre ce projet de loi in extenso? Quid de la réforme des retraites quand même, parce que mine de rien, Michel Barnier a quand même dit hier soir sur France 2 qu'il fallait revoir certains points, notamment tout ce qui concerne la pénibilité, les femmes solo, etc. Parce que quand même, certains ont compris qu'il y avait quelques petits problèmes avec cette réforme des retraites qui a été encore une fois très mal ficelée, très mal présentée, enfin bref, qui a été vraiment un foirage total. Voilà, moi j'ai plus l'impression qu'il va y avoir des aménagements, soit durcissement, soit allègement de certains projets. Est-ce qu'il va y avoir un vrai projet qui va marquer ce passage de Barnier à Matignon? Ça, je ne suis pas sûre, mais on en saura sans doute plus le 1er octobre. Ça dépend ce qui met ça. Après, il y a toujours la réalité parlementaire, puis il y a le pouvoir réglementaire du gouvernement. Donc, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles ils peuvent aussi avancer et prendre des décisions de façon réglementaire. Par exemple, quand Gabriel Attal avait bougé sur des sujets symboliques, pas des sujets structurants, mais sur l'abaya, par exemple, il n'y a jamais eu de vote. Et pourtant, c'est devenu un marqueur politique fort pour lui, quelque chose sur lequel il s'est appuyé. Donc, il y a quand même des sujets sur lesquels il y a le réglementaire. Après, en gros, c'est comme il n'y a pas de majorité absolue, quand on dit mensuétude du RN, en gros, c'est de dire que si LR et l'ensemble de la Macronie sortante votent et n'a comme opposition que le nouveau Front populaire, ils ont la possibilité de faire passer des choses en profitant de l'abstention du RN, voire du vote du RN sur une loi immigration. La dernière loi immigration a été votée avec les voix du RN, avec les voix de LR, avant d'être censurée au Conseil constitutionnel. Donc sur toute la partie sécuritaire, immigration, il y a quand même des chances qu'ils trouvent des convergences, même si c'est pas surtout avec l'extrême droite, c'est un peu le jeu pervers auquel on risque d'assister. Après, est-ce que Michel Barnier aura la lucidité pour essayer de trouver aussi des majorités sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de la taxation des superprofits, sur des sujets qui peuvent intéresser un certain nombre de parlementaires de gauche, pour essayer de trouver une façon d'équilibrer. Après, le risque pour lui, c'est que quand il commence à s'adresser à la gauche, il risque de braquer l'extrême droite, qui risque d'appuyer sur le bouton de la censure. Donc voilà, c'est un équilibre. Il paraît que c'est un très grand négociateur. On n'a pas totalement eu l'occasion de s'en rendre compte dans la constitution de ce gouvernement, mais peut-être que dans l'exercice du pouvoir... Alors, il y arrivait quand même. Oui, mais il y a une semaine à cette heure-ci, on se demandait si... Mais la feuille de route, c'était stable, pluriel. Bon, je crois que c'est ni stable ni pluriel. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait des reculs concernant les personnes LGBT? On a vu beaucoup de personnalités politiques, et pas que, s'inquiéter de la nomination de certains ministres qui avaient eu par le passé des positions. Je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que la société a vraiment évolué là-dessus. Vraiment. Et peut-être qu'il va y avoir des tentations de le faire, mais franchement, je vois mal un gouvernement se durcir là-dessus. D'ailleurs, Michel Barnier l'a redit hier soir, qu'il... Alors, justement, ça, c'est un peu flippant.
Non, il a dit « je serai le rempart, je suis le rempart ». Donc je pense qu'il a bien confiance, qu'il y a peut-être des envies, des tentations, des envies. Mais en tout cas, lui, il a dit qu'il serait le rempart. Emmanuel Macron, il a beaucoup de défauts, mais je pense que sur ces sujets-là, je ne le vois pas lâcher. Donc, non, moi je ne crois pas, parce que ne serait-ce que parce que justement la société a beaucoup évolué et ça c'est tant mieux. Mais sur ces sujets-là, on a vu partout en Espagne, aux États-Unis, il faut tout malheureusement les retours en arrière sont toujours possibles. Donc en effet, il faut rester extrêmement vigilant. Mais en France, en ce moment, je vois pas ça se durcir. Non, après, le risque, c'est que je pense sur le plan législatif, ils reviendront pas sur des lois qui sont maintenant des lois qui font partie des piliers de la société. Mais en revanche, parce que derrière, on peut toujours constitutionnaliser l'IVG. On se rend compte qu'on pensait que c'était pour se protéger du RN, mais c'est peut-être pour se protéger de ce pouvoir-là. Après, il y a financer le planning familial. Il y a donner les capacités d'avoir accès à l'IVG de façon concrète aussi. Et là, on sent que ça ne fait pas partie des priorités, en tout cas. Et quand un gouvernement arrive sur ces questions-là en disant « je serai un rempart pour qu'il n'y ait pas de recul », on a compris qu'il n'y aurait pas d'avancée, en tout cas. Là-dessus, voilà, il y a à l'inverse. Donc c'est en ça que c'est aussi une rupture avec ce qui était censé être le libéralisme macroniste, qui était certes un libéralisme économique, mais aussi un libéralisme sociétal. Là-dessus, on sent qu'on va plutôt être dans une glaciation et potentiellement une paupérisation aussi de l'accès concret. Donc voilà, c'est des sujets sur lesquels il faut jamais arrêter d'être vigilant. Il y a heureusement beaucoup de gens en France qui le sont. Sur les conséquences politiques de ce nouveau gouvernement, je lisais hier soir que Éric Ciotti avait démissionné des Républicains, qu'il allait alors avec un nouveau mouvement de l'Union des droites. Qu'il a déjà, il l'a déjà lancé. Qu'est-ce que ça signifie cette démission et ce mouvement du coup d'Éric Ciotti? Au moins, les choses sont claires. Ça clarifie la situation. Éric Ciotti n'avait plus grand-chose à faire à la tête de LR, puisqu'il s'était ouvertement prononcé pour un rapprochement avec le RN, donc pour la politique du RN. Là, je pense qu'il a bien compris que... Là, je crois que ça arrivé dans quelques jours, le procès ou la décision LR qui l'accuse d'avoir d'usurper son titre de président, ce qui est vrai. Et donc là, voilà, les choses sont plus claires. Et puis, je pense qu'il doit être très énervé quand même, Éric Ciotti, parce qu'il était persuadé que le RN allait gagner les élections. Donc, lui, je pense qu'il se voyait déjà ministre. Il avait déjà pris, je pense, les longueurs des rideaux et la taille de son fauteuil. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit tous ses petits camarades, Retailleau, etc., devenir ministre et pas lui. Donc là, il veut pas louper le prochain tour. Et lui, il considère que le RN a toutes ses chances, soit la prochaine fois, soit en 2027. Et il se prépare. Ouais, ce qui est contradictoire en plus, c'est que après, je pense qu'il a des raisons de se réjouir sur le moyen terme. Les plats repasseront et quand même, il n'est pas du plus mauvais côté de l'échiquier politique pour espérer accéder au pouvoir. Mais c'est vrai que là, dans la séquence de court terme, alors qu'il y avait soi-disant ce boulevard devant le Rassemblement national et ce choix de rompre et forcément d'être servi, il aurait sûrement fini à Beauvau, le ministère de l'Intérieur, Éric Ciotti. Donc c'est vrai que de voir se mettre en place ce que personne n'imaginait à LR, c'est-à-dire un Premier ministre LR, avec quand même au ministère de l'Intérieur la partie la plus réac, la plus dure sur les questions identitaires et de sécurité et d'immigration. C'est vrai qu'en gros, il va quand même assister à la mise en place de ce que lui prône par les gens avec qui il a rompu. Donc après, ce qui est difficile à dire, c'est est-ce que le fait d'avoir quelqu'un d'aussi radical au ministère de l'Intérieur, ça va couper l'herbe sous le pied du Rassemblement national ou finir de normaliser les positions du RN. En gros, c'est un peu, est-ce que les années Sarkozy ont été un rempart pour la poussée du RN? On n'a pas eu ce sentiment-là. Est-ce qu'ils ont fait tomber des barrières idéologiques plutôt? Est-ce que la dernière loi immigration portée par Macron et la droite, en allant sur la préférence nationale, en allant sur plein de sujets, a désextrémisé les paroles du RN? On a quand même plutôt cette idée-là. Donc voilà, ça se trouve, Bruno Retailleau, c'est le meilleur agent pour une victoire totale du RN dans quelques mois ou dans quelques années. Eh bien, merci beaucoup, Jonathan Alexandrin, d'être venu commenter la composition de ce gouvernement, très droitier et très fragile aussi, on l'aura compris.